sont soucieux d'entretenir une activité de pensée. Bon, vous savez que depuis des années, on a mis en place ici un parcours qui s'appelle Parole de prophète. Et nous prenons une grande figure tous les ans. L'année dernière, c'était le jésuite Michel de Certeau. Et puis, je disais à Pierre-Olivier que nous avons parcouru le chemin de Jacques Ellul, de Dietrich Bonhoeffer, d'Albert Camus et de bien d'autres ici. Ceci qui s'appelle Parole de prophète. Pourquoi parole de prophète? Ce que dit toujours Guy Coq, cherchez pas les grands prophètes, cherchez les petits prophètes autour de vous. Alors ici, on va être dans un registre un peu mixte aujourd'hui parce que je considère quand même Ricoeur comme un grand prophète du XXe siècle. Bon, j'ai écrit toute une histoire de la philosophie française au XXe siècle et c'est vraiment une des pièces maîtresses. On va dire que c'est le plus grand, pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Mais quand même, quand on regarde en intensité, en qualité de travail, en ouverture, et on se le disait tous les deux tout à l'heure, avec la modestie, l'humilité même qui caractérisait un Ricoeur, c'est un peu quand même sans équivalent, voilà, disons les choses simplement. Donc j'habite en banlieue, je suis prêtre, assomptionniste, et l'autre soir je faisais une conférence pour une paroisse. On m'avait demandé est-ce que vous pouvez commenter mon père, le credo, Dieu est tout puissant. Alors là, j'ai fait tilt tout de suite, j'ai dit Ricoeur avait fait une très bonne interview, je l'ai ressorti d'ailleurs, Dieu n'est pas tout puissant. Bon, alors ah bon, mais le credo alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Dieu n'est pas tout puissant à la façon dont nous pensons la puissance. Voilà ce que veut dire Ricoeur. Et ici, nous avons eu aussi Frédéric Rognon pour nous parler d'Ellul, de Jacques Ellul, qui était un peu le pendant aussi de Ricoeur dans la galaxie protestante. Jacques Ellul avait fait aussi une très forte réflexion sur la non-puissance de Dieu. Bon, on reviendra là-dessus si vous le souhaitez. Alors, rassurez-vous, pour mettre tout le monde à l'aise, ici on ne suppose pas que les gens aient tout lu Ricoeur. Même Pierre-Olivier n'est pas encore arrivé et on trouve beaucoup de choses encore de Ricoeur, de choses qu'il n'a pas publiées lui-même, qui sont transmises dans le fond Ricoeur, on en reparlera là aussi si vous le souhaitez. Donc ce matin, ça sera un peu une mise en jambe. Nous, on vient de faire le chemin de la côte, tout ça. À la fois, je l'espère, suffisamment pédagogique, mais suffisamment érudite pour ceux d'entre vous qui connaissent certains aspects de Ricoeur, s'y retrouvent aussi. Je ne prétends pas faire une présentation systématique, personne s'y risquerait, je pense, de Sensé. Même tous ceux qui ont fait les articles d'encyclopédie sur Ricoeur, je pense à Jean Grèche, l'article de l'encyclopédie universaliste, c'est très bien fait. Bon. Jean Grèche était un disciple de première génération, si vous voulez, par certains côtés de Ricoeur. Et on aura l'occasion de dire l'un et l'autre, et puis vous pourrez nous interroger là-dessus, mais je ne vais pas démarrer par là. Quel a été notre lien personnel avec Ricoeur. Bon, vous savez que je suis un spécialiste de Mounier. Quand je suis arrivé à la Sorbonne, le grand ponte de la Sorbonne qui s'appelle Alain Renaud, qui est maintenant à la retraite, m'a dit « Vous voulez faire une thèse sur Mounier? Mais il n'y a rien à dire. Prenez plutôt Ricoeur quand même. » Bon, j'ai tenu bon, j'ai fait ma thèse sur Mounier, Pierre-Olivier a fait la sienne sur Ricoeur. Et bon, on pourra le dire l'un et l'autre, c'est des rencontres qui orientent toute une vie. Bon, c'est un chemin qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Ce que je trouve très important de vous dire aussi en préliminaire, mais l'essentiel pour moi c'est toujours dans les préliminaires. Bon, c'est que Ricoeur c'est vraiment une pensée de l'équilibre. C'est vraiment une pensée qui permet de
d'organiser, de rassembler, de traverser, on va le dire hein, comme vous voulez, les différents champs du savoir de façon, on va dire, inégalée hein, par bien des aspects. Alors, bon, je sais aussi que pour certains, l'astre Ricoeur a un peu pâli parce qu'il y a des nouveaux philosophes, voilà. Certains sont désireux de faire leur place au soleil, et donc il n'y a jamais rien eu avant eux, quoi. Bon, voilà, donc, bah, désolé, hein, Ricoeur, pour un peu qu'on l'ait traversé, qu'on ait pu discuter, être en conversation avec sa pensée ou avec lui directement, montre qu'on avait là quand même un grand. Voilà, donc j'ai ressorti là, mais c'était simplement pour me rappeler un certain nombre de choses, quelques hommages qui lui ont été faits au moment de sa mort. Donc il était mort en 2005 à 92 ans. Hein. Et j'aime bien les titres. Voilà, bon, je suis un ancien journaliste, donc j'aime les titres. Hein. Paul Ricoeur, le risque énorme d'être homme. Le risque énorme d'être homme. Voilà un philosophe qui nous aide aujourd'hui vraiment à penser la question de l'humanité. L'humanité de chacun de nous, même de l'humanité de Dieu, hein, si on veut. Hein. Le risque énorme d'être homme. Dans le temps du transhumanisme et autres, si vous voulez. Pour ne pas donner que la croix, mon journal préféré, hein, l'humanité, qui en philosophie est pas si mal. Ah non, la célibée, bon, c'est pareil. Hein. Philosophie, donc, de battre Ricoeur, c'est arrêté. Le cœur de Ricoeur s'est arrêté de battre. Bon. Une œuvre mondialement reconnue, effectivement, j'aurai l'occasion d'insister. Hein, nul n'est prophète en son pays, et on va commencer par nul n'est prophète en Bretagne. Hein, mais l'œuvre de Ricoeur est aujourd'hui travaillée partout dans le monde et continue d'être travaillée hein, de façon conséquente, hein, surtout aux États-Unis. Voilà, donc allons-y, mettez votre ceinture de sécurité s'il vous plaît. Non, je dis ça parce que quand on est arrivé dans le train, on nous a annoncé que des chutes de feuilles sur les voies risquaient de ralentir notre progression. C'est les alertes SMS de la SNCF en ce moment. Et on est très 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 attentifs et vigilants ensemble. Voilà, donc Ricoeur, comment le présenter? Je pense qu'il est sans doute malaisé hein, de présenter, ou surtout prétentieux, de vouloir présenter en 1 heure, comme je vais le faire, l'ensemble de l'œuvre de Ricoeur, tellement elle a représenté de champs traversés, de questions ouvertes. Et en philosophie, on préfère les questions ouvertes que les questions fermées. Hein, le philosophe, il aime bien les points d'interrogation. Hein. En plus d'une quarantaine, 50aine de livres, on ne sait plus trop comment compter. Philosophie qui est passée, qui a exploré à peu près toutes les contrées, un terme qu'on retrouve souvent chez Ricoeur, les contrées des philosophes. Je cite, et j'aurai l'occasion de développer certains points, la philosophie réflexive française, l'existentialisme, Sartre, évidemment, pas que Sartre, la phénoménologie, philosophie allemande avec Husserl et Heidegger, la psychanalyse, certains d'entre vous ici, généralement à Saint-Jacques, s'intéressent beaucoup à la psychanalyse, Marie Balmary vient ici régulièrement, la politique, on va en parler, l'éthique, la religion, ou les religions. Bon, il était protestant, hein, mais vraiment c'était le plus catholique de tous les protestants. On va voir si Pierre-Olivier est d'accord avec ça. La théorie du langage, etc., etc. Donc si vous ne prenez que ces têtes de chapitres, hein, vous en avez pour une bonne thèse sur chacun des thèmes. Hein. Pierre-Olivier a fait sa thèse sur Ricoeur politique. Hein, et c'est un aspect. Donc le parcours long et complexe est relativement connu hein, dans ses grandes lignes. Il était né en 1913 à Valence, orphelin de père. Bon, voilà une des victimes de la guerre de 14. Hein, on pourra y revenir aussi si vous voulez. Le fait qu'il soit orphelin
à compter aussi dans sa vie. Quelqu'un qui cherche aussi ses racines, qui cherche aussi à constituer son passé. Il poursuit Cocorico, la philosophie à Rennes. C'est pour ça que c'est par des amis ici qui fréquentent le centre de Rennes, centre culturel de Rennes, qu'on a eu l'idée aussi de cette journée. Agrégation, il poursuit agrégation donc en 1935. Il va enseigner à Colmar et aussi à Lorient. Il va poursuivre aussi son apprentissage dans le sillage de deux grands philosophes français, Gabriel Marcel, donc j'ai cité Sartre, mais on oublie souvent que l'existentiel, la pensée de l'existence, c'est plutôt Gabriel Marcel. Sartre n'a eu sa notoriété qu'après-guerre. L'existentialisme est un humanisme, tout ça c'est 1945. Or, depuis les années 30, Gabriel Marcel, sur lequel on continue aussi à faire des thèses dans le monde, c'est ça, des gens viennent des quatre coins du monde pour faire des thèses en France sur des auteurs français qui, dans certains cas, sont un peu ignorés. Bon. Et puis Emmanuel Mounier, donc mon chemin, c'est un chemin inverse de certains. Mounier, le directeur de la revue Esprit, en 1932. On dit, voilà, il faut créer quelque chose de neuf et ça va passer par une revue qui ne sera pas que catholique. Mounier était agrégé de philo en 1928, arrivé de Grenoble, et il prend comme secrétaire de rédaction le jeune Ricoeur. Et il dit à tout le monde, ce jeune Ricoeur, il ira loin. Et effectivement, pour une bonne part, on en discutera après, Mounier, la prolongation de sa pensée, les champs qu'il n'avait pas pu explorer lui-même, parce que Mounier est mort en 1950, il est mort à 45 ans. C'est Ricoeur qui va les prendre en charge. Et Ricoeur jusqu'au bout, ça je peux en attester fermement. Ricoeur a défendu l'héritage de la pensée de Mounier, de la personne. On peut faire le premier flash publicitaire, vous trouverez mon dernier livre là-bas, sur la personne au secours de l'humain. Et tous les aspects qui n'avaient pas été pris en charge suffisamment par Mounier ont été repris. Par exemple, l'apport de la linguistique, des théories du langage sur la constitution de la personne par Ricoeur. Donc, en 1939, il obtient une bourse pour Munich, mais il va être capturé en juin 1940. Bon, de toute façon, il ne vaut mieux pas laisser les fusils entre les mains des philosophes, parce qu'ils tirent un peu dans tous les sens, et c'est dangereux pour tout le monde, pour eux d'abord. Mais, blague à part, Mounier, lui, va être mis en prison par le régime de Vichy. De son côté, Ricoeur va passer 5 années en camp. Non pas un camp de concentration, mais un camp de prisonniers français. Et toute cette génération, c'est celle aussi des Lévinas et autres, ont été très fortement marqués et qui ne le seraient pas par l'expérience de la guerre. Toutes les questions qui se posent du mal, de la souffrance, de la victime, de l'injuste, sont nées dans le creuset de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, l'immense responsabilité face à la Shoah, la question de culpabilité, qui est prise en charge aussi en Allemagne par un philosophe qui s'appelle Karl Jaspers. Bon, voilà. Et je reprécise ça souvent à mes jeunes étudiants, parce que nous sommes de plus en plus loin de cet horizon historique. Et j'ai presque envie de dire, c'est un peu paradoxal, mais cet horizon historique nous fait défaut. Aujourd'hui, les gens se débattent avec la question du mal, sans savoir comment s'en sortir. C'est ça qui est terrible. Or, Ricoeur, qui l'a affronté dans sa propre chair, un de ses fils aussi s'est suicidé, a dû prendre en charge cette question-là, pour lui-même et pour les autres. Donc, qu'est-ce que font les philosophes pendant qu'ils sont en camp? Ils travaillent. Il traduit du Husserl. Guiton de son côté travaillait,
Et pendant la Première Guerre mondiale aussi, d'autres, je pense à Lavelle, travaillaient. Donc, c'est une période de solitude forcée qui nous donne aussi des très belles œuvres, il faut le dire. Mounier, quand il est mis en prison par le régime de Vichy en 1942, il va produire son très gros traité du caractère, qui est un des fondateurs de la psychologie contemporaine. 3 ans de retrait forcé au Chambon sur Lignon. Bon, là, c'est aussi très intéressant aussi de voir ces périodes-là où un certain nombre de philosophes sont à l'écart et se documentent énormément. Le Chambon sur Lignon a été un lieu absolu aussi où un certain nombre de philosophes, y compris ceux qui n'étaient pas du tout cathos ou protestants, ont pu être accueillis, protégés et donner le meilleur d'eux-mêmes. Camus a été au Chambon sur Lignon et se documente sur la peste dans l'Antiquité parce qu'il y a un autre historien, ou au Moyen-Âge, et puis qu'est-ce que c'est la peste dans la Bible. Donc Camus était beaucoup plus chrétien que le pense un certain dans la culture, pas dans la pratique. Donc ça va être la grande carrière professorale. Mounier avait dit la carrière se déroulant avec un siège de professeur à la Sorbonne jusqu'au bout, pardon, mais moi j'y vois pas. Bon, ça sera le destin finalement de Ricoeur. D'abord à Strasbourg, 1948-1956, puis à la Sorbonne. Et puis là, qu'est-ce qui se passe, vous le savez, nommé à Nanterre en 1965, il doit affronter la contestation de 1968 avec un jeune hurluberlu qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit et un certain nombre d'étudiants agités qui lui mettent une poubelle sur la tête. Ricoeur, de quoi parlez-vous? Au nom de quoi parlez-vous? Et vraiment, Ricoeur, qui est tout sauf un homme autoritaire, qui cherche le dialogue avant tout, qui refuse que la police entre sur le campus, va être traumatisé par cette expérience-là. Bon, la bonne nouvelle qu'il mettait en place à Nanterre, ce n'est plus trop pour lui, c'est René Raymond qui reprend la main derrière, etc. Et c'est ce qui va nous donner Ricoeur aux États-Unis. Il passe par une crise, mais c'est grâce à ça aussi, c'est ça, coquin de sort, les heureux événements qui font que la notoriété de Ricoeur aux États-Unis, notamment à partir de Chicago, va se développer de façon considérable. Il enseigne de 70 à 85, même s'il revient en France régulièrement. Et il se retire dans la propriété collective, où il a vécu avec Mounier, au Mur Blanc, en banlieue parisienne, à Châtenay-Malabry, où on a pu le côtoyer l'un et l'autre pour des périodes relativement brèves. On reviendra là-dessus si vous le souhaitez. Donc Ricoeur a été couvert de prix de distinction, de doctorat honoris causa, a pu savoir où les mettre, alors qu'il ne les recherchait pas. Un de ses derniers livres s'intitule Parcours de la reconnaissance, en 2004. Et puis, si vous voulez une façon aussi un peu astucieuse pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Ricoeur de rentrer dans son œuvre, vous prenez ce qui peut être considéré comme son autobiographie intellectuelle, qui s'appelle Réflexion faite. Avec Réflexion faite, vous reparcourez tout l'ensemble, mais il faut déjà connaître Ricoeur, sinon c'est plus difficile à comprendre. Voilà, donc après il y a des entretiens et autres, la critique, la conviction effectivement me souffle. Plusieurs entretiens, on fera de la bibliographie après si vous voulez. Alors, si j'ai employé le terme dialogue, et je vais revenir là-dessus, c'est parce que ça me semble être aussi un point clé de résumer de façon forte ce qu'a été Ricoeur, un partisan soutenu d'un dialogue entre philosophie, théologie, sciences humaines. Ce qu'on appelle le dialogue triangulaire. La philosophie a ses lettres de noblesse, elle a des choses à nous apporter. La théologie n'est pas complètement périmée, il faut entendre ce que nous dit la sagesse théologique, évidemment aussi dans les différentes traditions et autres, bien d'accord.
Parce que vous allez avoir aussi un discours, mais il ne faut pas confessionnaliser à outrance, d'un catholique et d'un protestant. Bon, voilà, donc on va voir aussi le rapport qui se joue chez les uns et chez les autres. Et surtout, de mon côté, ce que je trouve important, c'est le dialogue avec les sciences humaines. Tout le XXe siècle aussi, c'est traversé par le structuralisme, la psychanalyse, l'histoire, et ne pas considérer ces sciences-là comme des sciences auxiliaires qui n'ont rien à nous dire. C'est vraiment la grande période, dans les années 70, des sciences humaines, du structuralisme, notamment en France, Lévi-Strauss et d'autres, Greimas, et, bon, etc., si vous voulez, dans d'autres domaines aussi. Donc, philosophie, théologie, sciences humaines, dialogue triangulaire, pour ne pas rester dans la dévotion à ces Ricoeur, ni l'un ni l'autre ne le seront, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait plus besoin d'un dialogue triangulaire, mais quadrangulaire. Pourquoi? Parce que la raison esthétique, la recherche qui se joue du côté de l'art, la quête de la beauté, du sens, amènerait, me semble-t-il, à sortir un peu de ce triangle et à passer du côté du carré. Regardez ici toute l'importance qu'on peut accorder à la sensibilité écologique, etc., la recherche, et qui se joue plutôt de ce côté-là. Mais disons que toutes ces disciplines renvoient à la structure de la conscience humaine et qu'elles permettent, d'abord l'analyse de l'expérience humaine. Donc vraiment, s'il est héritier de Gabriel Marcel, de ce qu'on appelle la philosophie réflexive, c'est parce que la conduite humaine doit aussi s'auto-interpréter, pas simplement par des systèmes de pensée, mais par l'analyse de la propre pratique. Bon, premier temps, l'analyse. Deuxième temps, la compréhension. Et donc là, il va faire appel à toutes les ressources possibles que sont, j'y reviendrai, la dialectique, l'herméneutique, l'explication, l'interprétation. C'est peut-être des gros mots pour certains d'entre vous, mais l'herméneutique, voilà quelqu'un qui a absolument donné ses lettres de noblesse, fait sortir de simplement la boîte à outils l'herméneutique. Compréhension, et troisième temps, la mise en délibération. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement essayer de comprendre les choses, mais il faut aller vers une forme de jugement, d'appréciation. Mais ces appréciations, elles peuvent être faites d'un point de vue idéologique, d'accord, d'un point de vue critique, d'accord, mais un des points de vue qui sera celui de Ricoeur, c'est-à-dire que notre appréciation doit être aussi à l'aune d'un principe, qui est celui de l'espérance. Il va y accorder une grande importance. Je vais le reformuler autrement, notre analyse des situations, elle peut nous conduire à la sinistrose et à la démission. Elle peut aussi nous appeler à un sursaut de responsabilité et à entrevoir des chemins qui sont parfois inexplorés. Voilà. Vous voyez, donc, principe espérance, c'est pas uniquement lui, est quand même un élément clé pour une analyse qui se veut aussi posée valablement. On pourra là-dessus reprendre. Donc, les champs explorés sont considérables. Ricoeur récapitule l'héritage classique. Excellent connaisseur de Platon, d'Aristote, d'Augustin, des philosophes grecs et autres. Mais aussi, il a traversé, je vous dis, il a tout traversé, donc la philosophie moderne, la tradition moderne, donc lecteur de Kant, Leibniz, de Spinoza, et puis pour arriver dans les auteurs les plus contemporains, Nietzsche, Freud, alors qu'il y avait beaucoup de prévention par rapport à la lecture de Freud, évidemment très bon connaisseur de la philosophie allemande, Husserl, Heidegger, mais aussi de la philosophie du langage, et maintenant un dialogue avec les philosophies contemporaines, ça c'est aussi considérable chez lui, avec les philosophies les plus contemporaines, non pas pour les intégrer, les résorber dans son propre système, mais maintenir une tension, tension féconde, pour que les uns et les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc dans les philosophies américaines, aujourd'hui
lui, certains continuent à s'inspirer de lui, ou nord-américaine, je pense à quelqu'un comme Charles Taylor, on pourrait en citer bien d'autres. Voilà, donc la liste des auteurs est très impressionnante, mais la liste des thèmes est aussi impressionnante. Hein, la question de la liberté, le monde de la vie, la pensée du symbole, le langage, très grand philosophe du langage, la praxis, la structure. Vous voyez, donc autant de matériaux du côté des auteurs que des thèmes qui sont indispensables finalement quand on veut faire de la théologie ou de la philosophie, l'un et l'autre. Alors je vous l'ai dit, si on reprend les choses un peu chronologiquement, dans un premier temps il s'appuie sur Gabriel Marcel, Carl Jaspers, mais surtout Gabriel Marcel. Bon, ce Gabriel Marcel, je vous l'ai dit, des étudiants viennent du monde entier, continuent à faire des thèses sur Gabriel Marcel. Philosophe de la disponibilité, il est auteur d'un grand journal métaphysique, Gabriel Marcel, mais c'est surtout un philosophe antisystématique, un philosophe de la fidélité. Il est l'auteur d'un oxymore qui s'appelle fidélité créatrice. La fidélité, oui, mais pas la fixité. La fidélité doit nous permettre de créer. Donc, ça s'appelle un oxymore. D'être dans le monde, d'existence. La question du mal a été aussi traversée évidemment par Gabriel Marcel. L'espérance, je l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc Ricoeur va peut-être se rendre incontournable ou plus connu quand il va avoir ce coup de génie de rapprocher trois grands héritages. Ça, on est plus là maintenant dans les années 60. Marx, Nietzsche, Freud. Ce qu'il va appeler les trois herméneutiques du soupçon. Marx, non, c'est pas l'homme qui compte, c'est l'humanité tout entière. La libération humaine, soyez pas naïfs, c'est dans la lutte des classes. Je vous le fais en très résumé, un peu inexact d'ailleurs, qu'elle se prononce. Grosse période d'influence marxiste en France, faut pas oublier quand même. Qui n'était pas communiste en 1945, tous ceux qui étaient jugés rétrogrades. Bon. Donc, marxisme, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la pensée de Marx. Michel Henry, grand philosophe de Montpellier, disait « Le marxisme, c'est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx ». Et la difficulté en France, c'est qu'on a eu souvent des dirigeants pas très bons, quoi. Le marxisme italien était beaucoup plus fort, beaucoup plus conséquent. Bon, c'est un peu un drame aussi. Premier à regretter qu'aujourd'hui une pensée sociale critique un peu forte nous manque. Nietzsche, je vous l'ai dit, Nietzsche, donc c'est aussi à la volonté de puissance qui nous fait jouer, qui nous joue des tours. Et puis Freud, je suis jamais là où je pense être. Donc les théories de l'inconscient, la période aussi où des psychanalystes comme Lacan tiennent le haut du pavé. Donc vous voyez, par rapport, pourquoi on appelle ça maître du soupçon, le soupçon par rapport à l'idée que nous aurions nous-mêmes une claire conscience de ce que nous sommes, que nous pourrions nous déterminer librement, indépendamment de tout ce qui nous marque, nous conditionne, que parfois nous n'arrivons même pas à percevoir. Ça c'est bullshit. Voilà, bon ça, c'est des fadaises. Et en fait, les gens dissociaient les affaires. On était marxiste ou on ne l'était pas. On était sartrien ou on ne l'était pas. On était freudien ou pas. Et Ricoeur, sans avoir de jugement combinatoire sur les uns et les autres, maintenant un dialogue avec les uns et les autres, ce qui était difficile pour lui, a dit mais ces trois héritages procèdent en fait d'une même mise en cause. Cette même mise en cause. Et ça a obligé à retravailler sur l'humain. Qu'est-ce que peut être l'humain aujourd'hui? Donc il a fallu qu'il reconstruise une compréhension du sens, ce qu'on va appeler une herméneutique du sens, qui pose effectivement des diagnostics.
en psychanalyse ou en linguistique et autres, hein, je vous l'ai dit, nous ne sommes jamais où nous pensons être, mais en sortant de toutes les formes de réduction objectivante. C'est-à-dire, je ne suis pas que mon langage, je ne suis pas qu'un inconscient qui ne sait pas ce qu'il fait. Donc, essayer de restituer de la liberté, où à un moment, on disait, mais de liberté, il n'y en a pas vraiment. Vous êtes inséré dans des rapports de production, dans des rapports de classe, et basta. Déterminez correctement votre position, et c'est à partir de là que vous pourrez avancer. Bon, c'est tellement simpliste, l'économisme marxiste. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous disent tout n'est qu'économique, tout n'est que politique, il y en a moins qui disent ça maintenant, bon, tout n'est que politique, ou que tout est culturel, c'est le choc des civilisations, là, sont dans les mêmes schémas mentaux. Or, la complexité que réinstaure Ricoeur, c'est de dire, mes amis, préférez la voie longue à la voie courte. Et c'est ça qui nous a rendus tous plus intelligents. La voie longue, qu'est-ce que ça veut dire? Pour aller d'un point A à un point B, eh bien vous passez par A', A seconde, A tierce, etc. Donc vous allez avoir besoin de la linguistique, vous allez avoir besoin de l'histoire, vous allez avoir besoin de telle ou telle chose pour résoudre valablement le problème que vous vous posez. Si vous allez trop vite, vous vous plantez. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous vous plantez. Donc, si j'emploie ce terme de complexité, c'est parce qu'on peut le rapprocher aussi d'Edgar Morin. Bon, vous connaissez Edgar Morin en sociologie, c'est pas le même registre exactement, mais en tout cas, Ricoeur a été un opposant hyper gentil, mais à toutes les formes de simplisme et de réductionnisme. Méthodologique, philosophique. Bon. Vous savez, en philosophie, quand quelqu'un vous dit « c'est évident », ben ça c'est la mort de la pensée. Quand quelqu'un vous dit « c'est évident », ou « y'a qu'à, faut con », etc., c'est le début de la fin. C'est les gens qui ont tiré les rideaux. Mais pour Ricoeur, il n'y a rien d'évident. L'analyse longue qui nous fait repasser par des médiations, notamment de l'histoire, nous apprend aussi, comme j'ai dit moi dans mon vocabulaire, à décompacter les questions, à les ouvrir et à trouver peut-être une issue qu'on ne serait même pas en capacité d'imaginer. Bon. Donc ce qui va le guider, c'est aussi pas simplement le retour sur le passé, mais un horizon qui peut être eschatologique. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour Ricoeur, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Un modèle qui vous présenterait les avancées de l'histoire, implacable, dans des synthèses de plus en plus élaborées de la conscience, ça ne marche pas. Donc, il dira, c'est une formule célèbre que certains vous connaissent, il faut renoncer à Hegel. L'histoire n'avance pas à pas, selon une mécanique parfaitement huilée. Non, la vérité, elle est à constituer. Et même si lui, bon, est monté, polarisé au sens noble du terme, par l'espérance chrétienne, l'horizon reste ouvert. Ça, c'est un sujet de réflexion. Pour beaucoup de gens, l'horizon est fermé. Il est fermé. Bon, il n'y a pas d'espérance dans ce monde. Mais ce n'est pas simplement l'eschatologie, donc ce n'est pas l'attente simplement des temps derniers, c'est aussi une sagesse pratique, et on verra surtout cet après-midi, quels sont les premiers pas à faire. Sagesse pratique, qu'est-ce que l'on peut réformer et mettre en place tout de suite. Et c'est pour ça que Ricoeur, grand philosophe, n'a jamais refusé une seule fois de descendre dans l'arène. Il s'est totalement opposé à l'image du philosophe dans sa tour d'ivoire ou dans je ne sais quelle planète, Sirius, etc. Non,
Ricoeur a pris position sur bien des sujets et ses interviews. Bon, il n'en faisait pas les 50 000 tout le temps, mais quand ça lui semblait important, il prenait la parole. La place du philosophe est d'être dans la cité, dans l'arène, et pas en dehors en donnant des leçons aux uns et aux autres. Ce n'est pas un philosophe médiatique. Il a refusé aussi d'être courtisé et de jouer ce jeu-là, mais c'est un philosophe qui savait prendre ses responsabilités sur des questions, y compris les questions contemporaines, l'accueil de l'étranger, etc. Il n'est pas resté en dehors. Donc, ambition réformatrice qui nous montre aussi des chemins à faire, et ça me semble très intéressant. Pour le dire autrement, ce n'est pas un philosophe qui est resté dans les grands principes, même si Ricoeur, son caractère génial, c'est que vous preniez 3 grands principes ou 3 thèmes, la justice, l'amour, la responsabilité, puis vous secouez tout ça, c'est le shaker Ricoeur, vous secouez tout ça, et Ricoeur était capable de vous imaginer toutes les relations possibles entre l'amour, la responsabilité, la vérité, etc. Bon, de ce point de vue-là, il était sans doute génial. Donc il a essayé de penser un espace contemporain d'insertion, mais aussi d'un espace contemporain d'insertion pour les chrétiens. Bon, il a toujours refusé d'être étiqueté philosophe chrétien, dans le sens où ça aurait été une façon de le tacler en disant oui, bon, Ricoeur, on sait très bien, c'est un chrétien, bon, point barre. Entendu, il n'y a rien à voir, circuler. Mais le chrétien ne pense pas moins que les autres. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'est pas normé a priori. Il est aussi quelqu'un qui cherche la vérité comme les autres. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'orientations qui peuvent aussi l'aider, mais sa pensée mérite un minimum de respect. Bon, surtout dans les civilisations qui ont été portées par le christianisme pendant des siècles. Donc la réception internationale de l'œuvre de Ricoeur continue de progresser. Moi, je l'ai vérifié quand j'ai vécu aux États-Unis. Il y a un certain nombre de très bons traducteurs. Je pense à Richard Kearney, on parlera d'Ick Howard aussi, et d'autres. Un certain nombre de jeunes enseignants ont été formés dans le sillage de Ricoeur, mais, je le redis, il ne s'est jamais comporté comme un maître exigeant l'obéissance absolue de ses disciples. Pas Lacan. Lacan, 3 phrases de travers, et dans certains cas, hop, dehors. Et lui-même s'auto-éjectait. Enfin, c'était un autre fonctionnement. C'était pas Bourdieu. Bourdieu demandait une discipline stricte vis-à-vis de principes méthodologiques qu'il avait lui-même réélaborés. Bon. Non, Ricoeur a laissé chacun être ce qu'il devait être, et dans des tonalités, dans des modalités très, très, très différentes. Donc voilà, j'ai cité le nom de Richard Kearney parce que c'est un très bon connaisseur de Ricoeur. Les traductions anglaises et les préfaces qu'ont faites Ricoeur et d'autres ont permis aussi de regrouper un certain nombre de ces livres, de ces titres, et ça permet aussi de catégoriser un peu ce qu'il a voulu faire. Donc par exemple, un travail important sur les symboles, les mythes, les religions. Un autre groupe qui pourrait être autour des questions du rêve et de l'inconscient. Bon, une ligne d'interprétation, notamment son livre sur Freud et l'interprétation. Mais si je dis ça, c'est aussi pour rendre les lettres de noblesse à d'autres. Je vous ai dit, les rêves et l'inconscient. Vous avez un grand philosophe du rêve en France qui s'appelait Bachelard. L'interprétation des rêves chez Bachelard, c'est aussi quelque chose de très très intéressant. Bon. Les structures du langage, donc là il a vraiment beaucoup travaillé sur les questions du conflit des interprétations, du rôle de la métaphore, de l'herméneutique. Donc voilà un aspect qu'il a beaucoup complété par exemple de l'héritage d'Emmanuel Mounier. Mounier n'avait pas beaucoup travaillé cette question-là du langage. Ricoeur a vraiment introduit un champ nouveau qui était absolument nécessaire.
Bon, j'ai évoqué l'imaginaire social et politique, troisième groupe d'œuvres. Donc là, on peut ranger Histoire et vérité, ces lectures sur l'idéologie, l'utopie, y compris même l'ensemble sur le texte et l'action. Et puis, peut-être un dernier groupe autour du temps, du récit, de l'identité, de la mémoire, avec un maître livre que je trouve vraiment très très important, son livre sur la mémoire, l'histoire et l'oubli, son livre de 2000, qui est un livre magistral. Bon, ici vous allez avoir la présentation d'un certain nombre de livres, on pourra en commenter certains, mais son livre sur la mémoire, l'histoire et l'oubli est absolument central, à mon avis. Voilà, donc sans se pencher de façon plus détaillée sur chacun de ces ouvrages, j'ai envie de dire que Ricoeur nous crée des mondes possibles, au pluriel, des mondes possibles. Et Ricoeur, ça va être, mettons au travail notre imagination. Et mettons au travail notre imagination, mais essayons aussi de déboucher sur l'action. À vrai dire, pour lui, il n'y a pas d'action sans imagination, et notamment sociale. Donc il est évident que tous les gens qui ont été des grands actifs sur le terrain social se sont inspirés en grande partie des théories de Ricoeur. Exemple pour me faire comprendre. Vous recevez un chômeur, vous faites avec lui ce qu'on appelle dans certains cas un récit de vie. Voilà, telle année j'ai fait telle chose, telle année j'ai fait telle chose, telle... Bon. Et vous faites aussi réapparaître parfois ses désirs, ses souhaits. J'aurais voulu être cuisinier, mais tout a été programmé pour que je devienne boulanger ou je ne sais quoi. Ben, après une période de chômage longue, il est peut-être important de revenir aussi dans certains cas à des désirs fondamentaux et de trouver par ce biais-là une possibilité de rebond dans l'existence. Ben, tout ça c'est du Ricoeur appliqué, désolé. C'est du Ricoeur strict, les ressources insoupçonnées du passé. Et nous avons tous à refaire notre chemin dans le passé, la passéité, pour en dégager des perspectives neuves, de l'intérêt de l'histoire. Et évidemment, quand nous sommes devant des gens qui sont sans histoire ou qui certains veulent nous imposer l'idée que les temps nouveaux sont arrivés, qu'il n'y a jamais rien eu avant, on se trompe. Les fibres longues de la fidélité, on est quand même bien placé pour le dire aujourd'hui, jusque la guerre 14 et autres, combien de nos villages ont été ravagés et combien de l'histoire de France s'explique par ça. Bon, moi aussi, j'arrive d'un petit village, et je vois que tout le monde a été fauché en 14 et que jamais rien n'a été pareil après. Comment oublier ça, ce traumatisme qui a duré des années et des années, des histoires qui ne sont pas encore expliquées dans des familles, et la façon même dont un pays comme le nôtre a dû réenvisager sa propre insertion dans le monde. Donc aujourd'hui, embrassons-nous la réconciliation franco-allemande, etc. Tout ça est naturel. Mais non, ça n'a jamais été naturel. Et si on ne travaille pas ça sur le fond, eh ben c'est le pire qui ressort, à savoir populisme, nationalisme, les uns contre les autres, et pas les uns avec les autres. Vous voyez, donc, je m'emballe un peu, mais au fur et à mesure où l'horizon historique, dans certains cas, de certaines situations, s'efface, ben ça laisse la porte ouverte à du n'importe quoi. De l'intérêt, vraiment, de travailler l'histoire, la mémoire, et lutter dans certains cas contre l'oubli. D'où grosse réflexion chez Ricoeur sur l'oubli. Il va valoriser ce qu'on appelle l'oubli de réserve. Un peu comme les réservistes. L'oubli de réserve, c'est-à-dire il y a peut-être des choses dans notre propre histoire que nous avons oubliées, mais qui sont là encore.
Et c'est un peu comme la braise, il suffirait de réchauffer un peu la braise pour que ça reparte. Et donc Ricoeur, et je pense que Pierre-Olivier pourra le dire, a été aussi particulièrement attentif à ça. Il a vécu longtemps, il a vécu vieux, il a vu tous ses amis disparaître. Hein. Et la grosse question pour lui, hein, c'était pourquoi moi je suis encore vivant. Hein. Ça, c'est une vraie question aussi. Il a dû affronter avec la lucidité jusqu'au bout, hein, jusqu'aux derniers instants, hein, la lucidité jusqu'au bout, sa vie d'homme. Il est resté lucide hein, jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, si j'ai fait amener l'ouvrage sur la mort de Ricoeur, pour montrer non seulement sa petite écriture influette pour un certain nombre de choses, mais aussi comment est-ce qu'un philosophe, par rapport à cette question qui est fondamentale, hein, le sens de l'existence, de la vie, de la mort, bon, on se pose depuis toujours, comment est-ce que lui il y répond? Et il donne des réponses que je trouve tout à fait intéressantes. Il dit par exemple, sortons du protocole compassionnel, hein, d'une mort aseptisée, hein, d'une mort à distance, hein, d'une mort euphémisée, hein, d'une mort qu'on tient un peu en respect, parce qu'on ne sait plus en fait comment trop la gérer. C'est vrai, bon, vous allez dans un hôpital aujourd'hui, on tient la mort à distance. Hein. Bon, on a tout un tas de protocoles pour éviter d'être trop dans l'empathie, machin, tout ce qu'on veut. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, dit-il, de retrouver le sens d'une plus grande proximité, hein, non pas pour se laisser submerger, mais réapprendre des gestes humains fondamentaux hein, qui nous permettent hein, d'être plus vivants. Vivants jusqu'à la mort. Et il donne l'exemple qui lui vient hein, des camps de concentration, hein, pas là où il était, mais dans un camp de concentration, pas dans un camp de prisonniers, de la mort d'un historien célèbre, Maurice Alvax, hein, dont la main et le souffle est presque tenu par un autre prisonnier, et qu'il réhumanise jusqu'au bout, hein, jusque un peu dans le début de l'absence, hein, ce passage qui finalement devient presque plus naturel, humain. Et donc Ricoeur a médité sur cette question-là, hein, de l'accompagnement de la souffrance et des moments ultimes de la mort, avec un brio, une acuité, hein, qui me semble évidemment sans équivalent. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui les éthiques de la vulnérabilité, du care et autres, sont souvent d'ailleurs ricoeuriens. Mais s'il y a aussi un monde hein, qu'il a particulièrement travaillé, hein, je voudrais prendre un peu de temps sur ça, hein, c'est l'herméneutique. Je vous ai dit c'est un gros mot. Vous ouvrez votre dictionnaire, herméneutique, art de l'interprétation. Bon, ça ne va pas beaucoup vous avancer dans certains cas. Hein. En fait, les théories de l'herméneutique, qui étaient souvent, avant lui, un peu je l'ai dit, des boîtes à outils pour mieux lire les textes, ont été renouvelées fortement. Ricoeur, c'est évidemment un amoureux de la parole et un amoureux aussi de la Bible en premier lieu, hein, qui nous apprend à trouver dans nos textes des sources vives. Et l'herméneutique, c'est cet art qui fait surgir, hein, qui fait prendre en charge tout ce que, notamment la tradition occidentale, porte. Les grands mythes bibliques, hein, l'analyse des textes, pas simplement liturgiques, mais des textes poétiques, l'interprétation de figures clés, Job, le serviteur souffrant, Isaïe 53, etc., etc. Voilà quelqu'un qui nous a aidé énormément à nous tenir dans une vraie sympathie, une vraie approche respectueuse des textes, pour ne pas les tordre, leur faire dire n'importe quoi, ou les interpréter littéralement. Or, je suis stupéfait,
de la résurgence aujourd'hui de lecture littérale. Aucune distance. Comme si le fait de dire que tel ou tel texte de la Bible appartenait à telle ou telle période est le dévaloriser. Donc tout le travail qui a été fait par Ricoeur, bon, évidemment, pour les protestants, l'attrait pour la culture biblique, elle est peut-être plus forte que du côté catho, mais pour vraiment le prendre en charge, et le prendre en charge de façon heureuse, ça on le doit en grande partie à Ricoeur. L'herméneutique biblique, je le dis autrement, s'est renouvelée très fortement, à partir des travaux aussi sur les symboles, sur les mythes, sur les récits, les catégories centrales de notre culture occidentale. L'autre soir en paroisse, un jeune, aucune distance vis-à-vis du texte biblique, était incapable, c'est pas de sa faute, c'est la culture qui lui manque, de comprendre la catégorie de miracle. Il interprétait le miracle au sens strict. Il ne voit pas que c'est une figure biblique. Et donc apprendre à regarder dans les psaumes les différentes catégories de psaumes, apprendre à lire correctement, et je vous le dis, avec sympathie aussi les textes, c'est nous rendre aussi plus créatifs avec eux et plus respectueux par rapport à eux. Donc là, il a commencé à bouger, le gars, quand je lui dis, mais attendez, dans l'Église catholique, pour la reconnaissance des miracles, il y a quand même un certain nombre de procédures. Ah bon bah oui, d'accord. Donc là, il commençait un peu à se rendre compte qu'il était dans une certaine illusion. Donc, une herméneutique créatrice, dialectique, qui montre que nous n'avons jamais fini d'épuiser le sens des grands textes qui nous portent. Et ça, on peut le dire aussi bien sur la lecture des grands poètes, ceux que vous voulez, Baudelaire ou d'autres, que de la façon même de lire les textes fondateurs en régime chrétien. Mais j'ai envie de dire que cette capacité à rentrer dans les textes, qui est quand même un peu de sa marque de fabrique, a joué aussi dans l'interprétation des idéologies, des utopies. Bon. La grande difficulté du XXe siècle, c'est que ça a été la guerre des idéologies. Marxisme, libéralisme, etc. Enfin, tout se terminait en isme. En isme, c'était déjà le début de la fin, peut-être même christianisme. Bon. La question, c'est de se dire, qu'est-ce qui se joue dans les idéologies et pourquoi est-ce que nous avons besoin aussi d'utopie? La compréhension commune de l'utopie, ça va être souvent dire « ah là c'est utopique, etc. On ne pourra jamais y arriver ». On cherche à dévaloriser en fait. Utopos en grec, le non-lieu. Ben non, Ricoeur, sans en faire des tartines, cherche aussi des ouvertures. Et sans tomber dans l'utopisme, nous aurions peut-être besoin, dira-t-il, il n'est pas le seul, de retrouver le sens d'une certaine utopie. Donc vous voyez, après la mort des idéologies, et il y a beaucoup de chantres de la mort des idéologies, qui sont d'ailleurs assez pressés de mettre la leur à la place. Retrouver un sens ou une forme d'utopie qui nous permettrait aussi d'avoir un horizon plus large, de mettre en œuvre nos capacités d'imagination, c'est tout l'art de l'équilibre qu'a cherché Ricoeur entre idéologie et utopie. Et cet équilibre, il est perceptible sur plein d'autres sujets. Un de ceux qu'il a le plus taraudé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question du mal. Vraiment, ça c'est une ligne continue aussi de sa pensée, je le crois. Donc dans un tout petit livre que je vous conseille, qui s'appelle
hein, Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie, 1985. Il offre vraiment, là encore, une façon de décompacter la question du mal. Quand on est assailli par le mal, on se retrouve submergé. Alors il dira, mais non, regardez, hein, le mal comme il se présente. Dans certains cas, c'est sous forme de lamentation. Dans certains cas, c'est le mythe. Dans le cas, c'est des récits où on prend en charge justement le mal. Hein, je vous ai donné tout à l'heure la figure de Job. Relisez le livre de Job. Tous les gens l'assaillent. Hein, si tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu le mérites. Hein. Et comment est-ce que Job arrive, en révisant d'ailleurs sa propre image de Dieu, à surmonter, à traverser, hein, le mal. Donc, premier élément, et ça c'est vraiment important pour aujourd'hui, il s'agit de penser l'énigme du mal. Et oui, le mal est une énigme, surtout pour les gens parmi nous qui sont croyants. Hein. Pour les autres aussi, mais pour les croyants, c'est vraiment voilà, une croix, hein, c'est le cas de le dire. Donc comment essayer d'arriver aussi à une compréhension pratique à partir des différentes formes du mal, un mal moral, mal métaphysique, mal ontique, etc. Bon, on ne va pas faire un cours ici sur le mal, c'est pas ça. Pour sortir, hein, d'une vision qui est souvent fataliste, finalement c'était le destin, alors qu'il n'y a pas de destin décrit nulle part. Hein. Pour Ricoeur, c'est ça son effort, traverser, prendre en charge le mal. Prendre en charge, hein, c'est un peu une formule, mais le mal le moins mal possible. Hein, quand vous êtes devant un malade en phase terminale, hein, vous n'allez pas dire le monde il est beau, il est gentil, et puis finalement, hein, ça va passer, ça passera pas. Hein, voilà. Donc, quelles sont les modalités aussi, hein, de prendre en compte, hein, les éléments, hein, pour que cette réalité, hein, du mal soit combattue. Quels sont les petits gestes, hein, pour ça vraiment que j'insiste là-dessus sur l'humanité de Ricoeur, la façon dont il nous invite les uns les autres à faire des petits gestes. Prendre la main d'un malade, hein, c'est déjà lutter contre le mal. Lui faire un sourire et sourire soi-même, hein, c'est déjà, hein, prendre en charge. Donc, il faut passer, dira Ricoeur, hein, de la lamentation passive, hein, à la protestation active. Mais la protestation pas dans la rébellion, hein, c'est le rôle, hein, du témoignage. Et vraiment toute cette génération qui est en train de disparaître, hein, ici à Noël, je parlerai de Simone Veil, a dû, hein, vraiment témoigner, hein, le plus possible, hein, tous ceux qui avaient survécu à l'Holocauste, témoigner le plus possible. Et là vraiment, hein, mes amis, c'est une grande responsabilité devant nous parce que les témoins vivants de cette période sont tous en train de disparaître. Il y a plus qu'une cinquantaine de personnes en France qui peuvent témoigner aujourd'hui, de la Shoah. Hein. Le nombre se réduit. Alors comment voulez-vous, hein, que sur un terreau de méconnaissance, d'absence de pensée, etc., l'antisémitisme ne renaisse pas? C'est une hydre. Et il faut la combattre en permanence. Et ça, c'est vraiment les derniers messages. Hein, je vois que mon temps va être imparti, terminé. Les derniers messages de Simone Veil. Hein, pour faire en sorte que, hein, les victimes ne soient plus submergées par la souffrance ou pour la culpabilité, hein, de la mort des autres ou de leur propre survie. De la mort des autres ou de sa propre survie. C'était la question aussi de Ricoeur, pour ne pas être aussi succomber à la tentation d'être des victimes expiatoires. Et donc il y a vraiment une herméneutique du mal à mettre en place, hein, qui passe, et ça c'est très important aussi pour notre société aujourd'hui, y compris dans tous ceux qui ont vécu des attentats. Hein, je regardais l'autre soir un reportage sur les attentats du Bataclan,
nous sommes passés à côté du pire. Hein, nous sommes passés à côté du pire. Si les bombes avaient été explosées dans le Stade de France, où il y avait 80 000 personnes, ça aurait été un carnage absolu. On est passé à côté du pire. Donc, ne pas être dans la victimisation, mais être dans le juste combat. Qu'est-ce qu'il nous faut pour une société juste? Un monde juste, des rapports justes. Vraiment, un Ricoeur, hein, c'est une de ses obsessions. Et tout ce travail-là ne peut être fait aussi que si nous sommes les uns et les autres capables du pardon. Quand on a été victime du mal, eh bien, son confrère Jean Kelevitch dira, dans certains cas, on ne peut pas pardonner. On ne pourra jamais pardonner ce qu'on nous a fait. Et Ricoeur dit, ben, en dépit de tout, malgré tout, hein, c'est ça la posture de Ricoeur, hein, en dépit de tout, malgré tout, il est peut-être possible quand même, une fois de plus, hein, de susciter l'étonnement et de rentrer dans l'ordre de cette gratuité qui est en dehors, hein, de tout ordre. Hein, on n'est pas dans la nécessité, on est dans la gratuité. Donc on sait, chacun de nous, combien c'est dur, hein, le pardon. Mais là, c'est l'éthique chrétienne aussi de Ricoeur. Hein. Le Christ a pardonné à ses bourreaux et il nous invite aussi à une attitude de non-puissance par rapport à ça, hein, de délaissement et de désarmement. Hein, c'est vraiment la prière aussi de Christian de Chergé, hein, le moine de Tibrine, assassiné en 96, hein, qui sera béatifié le 8 décembre. Je serai à Oran sur place. Désarme-les, désarme-nous, désarme-moi, désarme-les, hein, tous ceux qui veulent la guerre, hein, ceux qui font du mal. Mais aussi, désarme-moi, hein, de ma propre violence, de ma propre tentation de vengeance, de mes propres indifférences. Donc vous voyez combien aussi une éthique du pardon, qui n'a pas à être aussi totalement toujours strictement religieuse, hein, il y a des politiques du pardon qui ont été mises en place en Afrique du Sud notamment, peut, hein, se rapprocher aussi, hein, d'une herméneutique, hein, religieuse. Ce n'est pas une nécessité absolue. Donc notre société moderne a besoin, hein, d'éthicité. Et Ricoeur n'a jamais transigé avec ce que je pense Pierre-Olivier développera, ce qu'on appelle la petite éthique chez Ricoeur, donc prendre en charge aussi le monde tel qu'il est et trouver les modalités d'insertion dans des institutions justes, etc. On développera ça. Hein. Mais l'éthicité, hein, si j'emploie un peu ce terme barbare, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes aussi dans ce que quelqu'un a appelé il y a quelques années la valse des éthiques. Une éthique chasse l'autre, etc. On ne sait plus très bien sur quel fond constituer nos normes, nos références. La question de l'humain, est-ce que c'est encore vraiment de l'importance? Donc restaurer un minimum de capacité d'écoute, hein, de prise en charge des questions, mais d'abord d'écoute, se donner le droit d'expérimenter, de rectifier, hein, bah, ça nous donne un mieux-être et un mieux vivre ensemble. Hein, parce que le souci de Ricoeur, c'est aussi, hein, le mieux vivre ensemble. Hein, je vous l'ai dit, c'est un philosophe de la cité. Donc qu'est-ce qui nous permet d'éviter le délitement, la dispersion? Hein, bon, la cité ricoeurienne, la cité personnaliste au sens large, c'est une cité où chacun peut trouver sa place. Et nous ne sommes pas sans cesse dans l'atomisation, l'invective, la lutte des uns contre les autres. C'est tellement facile aujourd'hui de monter les uns contre les autres, hein, mais dans la recherche du commun, de la communauté, ou la communion si on est croyant. Bon. Et Ricoeur, souvent avec
un peu d'ironie, un peu de malice, beaucoup de joie aussi à travailler, hein. Ça, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais à valoriser cette façon d'être, hein. Il a valorisé cette façon d'être. Je terminerai par une note personnelle. Bon, quelqu'un de très, très simple, Ricoeur, hein. Quelqu'un très très simple. Bon, pour vous donner un exemple, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs l'ont connu, on verra, hein, si on a témoignage sur lui, hein. Une année ici, j'ai fait une conférence sur Teilhard de Chardin, et quelqu'un s'est levé de l'assemblée en disant « Mon père, j'ai quelque chose à vous montrer ». Il a sorti la lettre que Teilhard de Chardin avait envoyée à sa grand-mère. Chère madame, j'ai le regret de vous dire que votre mari est décédé puisque Teilhard aumônier était chargé d'informer les personnes mortes pendant la guerre de 14. Bon, alors peut-être certains d'entre vous parleront de Ricoeur. Moi, je parle du Ricoeur que j'ai connu. En 2000, hein, c'était l'année du 50e anniversaire de Mounier. Hein, je fais une conférence à Châtenay-Malabry, sa ville natale, hein, devant un parterre d'étudiants, hein, un peu plus jeunes que vous, mais de jeunes très désireux de découvrir un peu ça. Cette vie on dit, bon voilà, vous êtes au lycée Mounier, qu'est-ce que ça veut rien dire? Bon, voilà, bon, d'accord, ça veut rien dire, monsieur. Bon, très bien. On aurait pu être dans le lycée Albert Camus, bon, ça veut rien dire. Bon, très bien. On fait venir Geneviève Fraisse, qui vivait aussi à Châtenay-Malabry, hein, dans la propriété commune, et puis une sorte de phalanstère pour faire court, hein, qui raconte comment en 1950, elle a découvert malheureusement le cadavre de Mounier. Il est mort d'un arrêt cardiaque pendant la nuit en 1950. Geneviève Fraisse, en 2000, était complètement aveugle. Une grande spécialiste de Peggy. Elle était au premier rang et elle s'adressait debout dans le vide. Parce qu'elle ne voyait pas trop bien. Et elle a parlé de la mort de Mounier. Et là, silence absolu. Tout le monde a compris qu'elle ne parlait pas uniquement de la mort de Mounier, mais qu'elle parlait aussi de son angoisse par rapport à la propre mort. Là, 10 heures de cours de philo ou 50 heures sans équivalent. Et puis, il y a un petit vieux qui arrive au fond. Je me dis, zut, enfin, merde, c'est Ricoeur. Et Ricoeur arrive, Pépé Ricoeur, hein, tac, 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 il fait le tour. Et puis il se met là à la place de Pierre-Olivier, puis il dit, ben continuez. Alors je termine en tremblant avec mes papiers, etc. etc. Et Ricoeur enchaîne. Là, il y avait tout Ricoeur dans ce geste-là. Il n'a pas du tout disqualifié, hein, ce que j'étais en train de dire en disant non, on ne pourrait pas dire ça autrement, etc. Et c'est continuer jusqu'au bout. J'étais plutôt content d'ailleurs, etc. Je ne parlais pas spécialement de lui, je parlais de Mounier, donc ça lui faisait plaisir aussi qu'on parle de quelqu'un qu'il avait bien connu. Et puis après la suite, tout le geste de Ricoeur était là-dedans. Et en fait, si on est très heureux l'un et l'autre, je pense, de parler de Ricoeur, c'est parce que c'était un homme joyeux. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Je vais parler du suicide de son fils. Il y en a d'autres. Hein. Mais il est resté avec une capacité aussi, malgré tout, en dépit d'eux, hein, de conserver une lucidité sur le monde et puis une espérance, hein, pour lui et pour les